Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 354 déjà. Eh oui. La semaine des tempêtes, la cruelle, la vraie, plus d'1 million de foyers privés d'électricité, des forêts amputées, des toitures à la dérive, des routes saccagées et des trains immobiles figés de stupeur. Et surtout 4 morts. 4 Français morts ce dimanche comme envolés, disparus dans les nuées. Violente tempête, conséquence du réchauffement climatique, nous suggère à l'oreille Météo France, réchauffement climatique et politique. L'autre tempête, l'autre crise. Assemblée nationale. Pupitre fracassé, micro broyé, salle des pas perdus dévastée, buvette en qu'elle sèche ou presque. Tempête sur l'Assemblée nationale où a soufflé la puissante bourrasque des grandes joutes parlementaires. Ça chahute, ça swing, ça godit, ça brinque-balle, ça s'invective, on se fâche de rouge, on ne s'aime plus et on ne fait même plus semblant. Vent de force 1000 et pas d'anticyclone des Açores pour modérer le tout. Riposteurs, riposteuses, mettez vos grosses laines et allons visiter le paysage dévasté après la tempête. À ma gauche, la gauche. À ma droite, la droite. Et au centre, des inquiets vacillants. Écoutez les échos portés par le vent mauvais. On bâillonne, on asphyxie la démocratie, on étrangle les libertés. C'est Marianne qu'on assassine, clame la gauche. On va voir pourquoi, on va leur demander. Et la droite répond que non, décidément, les gens de gauche sont franchement nuls, qui n'ont rien à dire et qu'à force de coups d'amendement, de coups de gueule et de coups de théâtre, ils ridiculisent la démocratie et empêchent les réformes d'aboutir pendant que les Français, les pauvres, trépignent d'impatience. Pauvres Français jetés dans la crise, la grande, l'immense tempête, celle-là, qui balaye nos industries et nos emplois. La droite s'expliquera sur ce plateau, avec le très médiatisé ces jours-ci, Roger Karoutchi, merci d'être là, ministre des Relations avec le Parlement, et Claude Coasguen, député maire du 16e arrondissement de Paris, premier lance-flamme de la majorité. Leur faisant face, tous aux abris, ne sortez que si c'est nécessaire, nous redit Météo France. Arnaud Montebourg, PS, responsable de la brigade volante des sapeurs-pompiers socialistes, chargé d'ailleurs paradoxalement de propager l'incendie. Jean-Luc Mélenchon, PDG parti de gauche, et sénateur qui manie si bien le verbe toujours enflammé des grands orateurs républicains. Et devant moi, le journaliste, l'essayiste, le futur peut-être, enfin on ne sait pas, député européen MoDem, le très brillant Jean-François Cahn. Merci d'être là tous. Bon, ça va être notre débat, il sera vif, très vif, et si vous aimez tout de même les orages, ceux-ci sont démocratiques, vous ne serez pas déçus. Mais avant, un tout petit jeu. Qui est-elle ? Vous êtes 50% à la connaître, nous délivre un sondage. Bon, comme moi, et comme tout le monde, vous la trouvez belle, intelligente, capable, douée. Elle dit, en parlant de la politique, c'est un monde dans lequel domine rapport de force et de brutalité. Qui est cette femme au jugement apparemment si délicat, confirmée hier au poste de secrétaire générale adjointe de l'UMP? Bon, allez, je vous donne un indice. Elle est si proche de Jean-Louis Borloo que Nicolas Sarkozy, peut-être jaloux, a jugé bon de les séparer. Bon. Allez, trouvez. Mais oui, elle est là, celle dont on dit, je cite le journal Le Monde, NKM, oui c'est elle, Nathalie Kosciusko-Morizet. Écoutez bien, et d'une telle beauté, d'une peau claire qui capte le moindre grain de lumière, le cheveu blond ramassé en chignon, savamment indiscipliné. NKM, dans le même journal, Le Monde, se demandait si son visage intemporel ne serait pas le secret de son inexorable ascension politique. Inexorable ascension, voyons de plus près. En ce dimanche, elle n'est plus la grande prêtresse de l'écologie à qui, elle qui en fut à droite le porte-drapeau. La voici plus loin. Loin de Borloo aussi, mais déplacée du côté de la prospective et du virtuel. Réchauffement climatique, fonte des neiges, décidément le temps est à la tempête qui peut même décoiffer la polytechnicienne la plus pré-raphaélite du gouvernement, comme il fut dit. Attribut qui ne l'empêche pas d'avoir la langue bien acérée. C'est donc d'un cœur battant que je vais rejoindre NKM de l'UMP, mais d'abord, quelques images. C'est un secret pour personne, la position de secrétaire d'État avec un ministre de tutelle, ça ne correspond pas forcément très bien à mon caractère. C'est la surprise de ce mini-remaniement. NKM ne dépend plus de Jean-Louis Borloo, avec qui elle avait eu quelques mots. Quand il n'y a pas assez de députés dans l'hémicycle, ça s'appelle la responsabilité du président du groupe. Dans ce monde de brut, des petits mots d'amitié, ça touche. L'incident est clos. Nathalie,
craqué à un moment donné, voilà. Elle a craqué. Bon, mais c'est tout, il n'y a pas, Elle pas va de mieux, quoi. Je crois qu'elle va beaucoup mieux. Cette autonomie-là aussi, je l'accepte et je la reçois comme un bonheur. NKM, Nathalie Kosciusko-Morizet, bonsoir, je suis ravi de vous recevoir. C'est moi. Et moi. Et alors vous dites que je l'accepte avec bonheur, cette autonomie, je l'accepte avec bonheur. C'est ce que vous venez de dire dans le petit film là. Bonheur, dis donc, vous souffriez tellement sous Borloo? Non, pas du tout. Ah, Mais c'était un peu la fin d'un cycle pour moi. On a lancé le Grenelle de l'environnement ensemble et maintenant, ça peut s'organiser autrement. Et puis, c'était pas mal, je pense, que j'élargisse un peu mes sujets. L'économie numérique, c'est beau, c'est bien, c'est grand, c'est l'avenir. La prospective, ça englobe d'ailleurs une part pour moi de l'écologie. J'ai l'impression d'avoir fait toujours de la prospective depuis 10 ans en m'intéressant à l'écologie dans ma famille politique, avant beaucoup. Et puis ça me donne un peu d'autonomie. Mais on va voter maintenant pour le Grenelle de l'environnement bientôt. Là, tout ça, vous y serez pas, ça doit vous faire du chagrin, ça, non? On a voté la loi Grenelle 1 à la quasi-unanimité. On l'a fait, c'est-à-dire ils l'ont fait, les parlementaires, à l'automne. Pour moi, c'était très important parce que j'ai été le rapporteur de la charte constitutionnelle de l'environnement et j'avais essayé d'obtenir ce vote à l'unanimité. Et je n'avais pas réussi sur la charte de l'environnement. Et là, on a réussi sur le Grenelle et ça s'est lancé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de travail après, mais vous savez, en politique, il faut aussi savoir évoluer. Qui vous succède. Oui. Non, et elle le fera très bien, mais en politique, il faut savoir évoluer et bon, pour moi, c'est une suite. Ouf. Comment? Ouf un peu, soulagé un peu. Non, je n'ai pas caché que, je l'avais dit d'ailleurs, que j'avais envie de prendre un peu d'autonomie. Voilà, je le redis. En même temps, je suis très fière de ce qu'on a réussi à faire avec Jean-Louis, parce que le Grenelle de l'environnement lui-même, à l'automne 2007, plus le vote à la quasi-unanimité à l'automne 2008, on l'a quand même fait, quoi que vous en disiez dans vos présentations, tout ça, on l'a quand même fait ensemble. D'accord, mais enfin, mais si j'en crois les journaux, moi, vous savez, je suis un mauvais esprit qui lit les journaux. Ouais, pas trop les journaux. Il ne faut pas lire les journaux maintenant? Il faut les lire, parce qu'en plus ça les aide à vivre et puis ils vont pas tous bien. Mais il faut pas forcément les croire. Si j'en crois les journaux, on dit, on cite Jean-Louis Borloo, c'est dans le Canard enchaîné. Il dit, j'en ai ras-le-bol d'elle. Il a carrément lâché Jean-Louis Borloo. Si on en croit le Canard enchaîné cette semaine, s'il l'écoutait, le ministre de l'écologie vous donnerait des noms d'oiseaux quasiment. Mais le problème, dit-il, c'est qu'une petite blonde de 35 ans est selon lui intouchable. Vous n'êtes pas une petite blonde, vous êtes une très belle blonde, Hier, pas je lui ai petite du tout. posé la question au Conseil national de l'UMP. Et alors? Je lui ai dit non, tu m'as pas traité de garce, comme on dit dans le Canard. Je dis non, écoute, tu sais bien, et de toute façon, même si je l'ai dit, je l'ai pas pensé. On a une relation très directe avec Jean-Louis Borloo, vous savez. Oui. On se parle, moi, non, c'est pas une garce, non. On s'entend pas si mal au bout du compte. Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire des choses bien ensemble. Non mais d'accord, il vous a même traité de petite sœur. C'est une petite sœur pour moi, c'est extraordinaire. Bah oui, c'est sympa. Enfin, c'est une love story, même. C'est pour ça que j'ai dit dans mon édito, peut-être que Nicolas Sarkozy en était jaloux, en fait. Vous dites vous avez fait votre service militaire, vous. Ce qui impose chez moi une sorte de respect très. Vous n'avez pas très fait votre fort. service militaire, vous? Si, mais Bah c'est plus fréquent qu'un homme fasse le service militaire Oui, qu'une femme. Je ne sais pas comment vous expliquer, enfin, je vous le dis quand même. D'accord. Donc, alors vous avez fait votre service militaire puisque vous êtes polytechnicienne. Et vous dites, en parlant de l'armée, c'est un monde d'hommes entre eux, dites-vous, où régnerait une espèce de virilité amicale qui peut être d'une très grande brutalité. Et vous comparez le monde de l'armée à celui de la politique. Oui. À ce point, c'est tellement terrible, c'est votre indiscutable féminité qui vous rend si différente, vous? Pas du tout. Bon, je ne suis pas du tout différentialiste, comme on dit dans les catégories du féminisme. Je réclame plutôt, comme femme, le droit à l'indifférence. Donc on arrête de considérer que c'est tellement différent d'être une femme que d'être un homme. Je veux dire, en politique, on est là pour porter des idées, des convictions, des projets, et pas trop qu'on parle tout le temps, toute la journée de ce qu'on est. Mais c'est vrai que c'est des mondes qui, l'un comme l'autre, ont été plutôt construits par des hommes, organisés par des hommes, pour des hommes, et donc il y a des codes qui ne sont pas forcément spontanément ceux des femmes. Voilà. Donc il faut s'habituer au début, c'est tout. Vous êtes habitué? Oui, je crois. Enfin, je sais pas, vous trouvez que... Qu'est-ce qui vous a gêné? Qu'est-ce qui vous a gêné? Le monde politique, il est beaucoup fondé, par exemple, sur un rapport de domination. Ça entraîne un certain vocabulaire, parfois une certaine brutalité, qui ne sont pas forcément spontanément le fait des femmes. Mais on s'organise, parce que pour faire de la politique, il faut aussi en accepter les codes. Vous en avez souffert? Il y a des moments plus sympas que d'autres. Forcément, ça demande un petit peu d'adaptation. Oui, mais quand vous dites que vous avez pleuré dans votre bureau toute seule, par exemple... Non, ça, je n'ai jamais dit. Ah c'est bon, un journaliste qui a il faut sorti jamais... ça. Alors, moi, je vais brûler les journaux. Je ne sais pas d'où les journalistes ont sorti ça. Je ne sais pas. Mais sauf que ça ne me gênerait pas si c'était vrai, mais c'est pas vrai. Mais si un jour vous dites que vous n'avez pas dit ça à Riposte, alors qu'est-ce qu'on va faire? On passera la cassette comme ça? De quoi? Là, ce qu'on se dit. Non, mais je vous dis la vérité, je vous dis les choses. Bon. Mais quand vous dénoncez, vous, le concours de lâcheté et d'inélégance entre Jean-François Copé et Jean-Louis Borloo, c'est pas exquis, aisément gentil?
Non, ça correspondait à une période de très grande tension que vous avez assez bien décrite dans votre présentation tout à l'heure. Pas celle où vous confondiez mon prénom avec celui de Nicolas, mais l'autre. C'est un hommage subtil que je rendais. Je ne sais pas. Vous-même, vous avez du mal à vous habituer qu'il y ait des femmes en politique pour leur donner des prénoms qui ne sont pas les leurs. C'est absolument faux, alors. Ça, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Non, pas du tout. Mais vous avez traité de lâcheté d'inélégance vos deux amis en concours d'inélégance. Vous aussi, donc, vous êtes capable de brutalité. Oui, sinon je ne serais pas là. Non, mais attendez, soyons clairs. C'est-à-dire qu'il faut être comme les hommes pour faire de la politique quand on est une femme. Ça veut pas dire c'est ça que vous comme dites. les hommes. Vous avez dit que c'était ça, les hommes en politique. Il faut accepter un certain nombre de codes. Le monde politique, c'est un monde dans lequel il y a des enjeux de pouvoir, comme dans tous les milieux. Il y en a dans toutes les entreprises, il y en a dans tous les milieux, même ceux qu'on attendrait les plus éthérés. Je suis sûre que le monde des prix Nobel de la paix est un monde dans lequel il y a des enjeux de pouvoir. Il y en a dans les familles, des enjeux de pouvoir. Il y en a partout. Simplement, en politique, ils sont très visibles parce qu'ils sont à la première page des journaux. Et c'est cette médiatisation qui rend les relations assez brutales parfois. Voilà, il faut l'accepter. C'est pas une fin en soi. Je disais que vous aviez la langue bien acérée. Vous l'avez prouvé, hein oui, quand vous traitez d'illégants et de lâches vos camarades, quand vous dites que Patrick Devedjian n'était pas tout à fait fait pour être chef de l'UMP, c'est pas des choses exquises, on se dit pas... Il le disait lui-même. Hein, c'est pas parce qu'il le dit lui-même qu'il faut le répéter. Oui, moi ce que j'ai dit sur le sujet, et ça trouve tout son sens à la lumière de ce qui s'est passé au Conseil national de l'UMP hier avec l'installation de Xavier Bertrand. Ce que je dis sur le sujet, c'est que pour être chef de parti, il faut vraiment le vouloir. Pourquoi ? Parce que les militants, ils y mettent de la passion. Ils se dépensent sans compter. Il y a beaucoup d'énergie derrière cet engagement-là. Et ils attendent que le patron du parti y mette la même passion. Qu'il aille sur le terrain, mais pas seulement qu'il aille autant sur le terrain, je veux dire qu'on sente qu'il en a vraiment envie. Et finalement, je crois que c'est ça ce que Nicolas Sarkozy a voulu reconnaître dans Xavier Bertrand. D'ailleurs, on en parlait hier avec Brice Hortefeux. C'est celui qui en avait le plus envie. Patrick Devedjian en avait beaucoup moins envie que Xavier Bertrand, c'est évident. Tout le monde le sait. C'est comme avoir envie d'être président de la République, quoi. C'est pas forcément le même genre d'envie, mais il faut en avoir envie aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, récemment, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle sera présidente de la République. Présentez-le-moi. Je vous le présenterai. J'en parlerai avec lui. Mais c'est pas un journaliste. Hein. Pourquoi vous dites ça comme si les journalistes... Non, parce que vous disiez qu'il disait n'importe quoi, alors c'est pas un journaliste. Alors, votre situation illustre, il me semble, que la majorité présidentielle, votre citation à l'UMP, ne fait plus la part belle aux femmes. Nadine Morano, hier, au Conseil national de l'UMP, cachait mal sa déception d'avoir qu'un poste de conseillère politique. L'ex-porte-parole du parti, Chantal Brunel, n'a pas été reconduite. Ramayad est mal vu d'avoir refusé de se présenter aux européennes. Et votre ami, Rachida Dati, va devoir quitter le gouvernement pour conduire une liste à ces mêmes élections. Vous avez dit que c'est très bien de conduire la liste aux élections européennes, je sais. Enfin, elle n'est plus ministre. Bon. Le destin des Sarkozettes, d'une certaine façon, ne ressemble-t-il pas un peu à celui des Jupettes ? Vous savez, ces ministres éphémères nommés par Alain Juppé dans le temps. Vous étiez trop jeune, certes, mais enfin... Je me souviens malgré tout un peu. Ouais. Et le parallèle est franchement hasardeux. Ce qui s'est passé du temps de Juppé, c'est qu'il y a eu une série de femmes qui avaient été nommées dans des conditions qui après ont été critiquées et qui sont toutes sorties en même temps du gouvernement. Là, vous parlez de cas qui sont tous des cas différents et individuels, et sous prétexte que ce sont des femmes, vous essayez d'en faire un grand paquet. Oui, mais enfin, attendez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, je réclame le droit à l'indifférence. Les unes et les autres, là, dans ce que vous avez dit, sont très différentes. Elles ont des parcours différents et il leur arrive en ce moment des évolutions différentes. Pourquoi vous en faites un paquet comme ça ? Je veux dire, c'est vous qui renvoyez les femmes à une espèce d'étrangeté. Les femmes ne sont pas des animaux étranges, c'est la moitié de l'humanité. Alors vous rapprochez des cas et des situations personnelles qui n'ont rien à voir. Moi, je veux bien vous parler de l'une ou de l'autre, mais pas que vous en fassiez un grand paquet comme ça en disant « Ouh là là, c'est dur pour les femmes ». J'observe simplement que ce sont des femmes. C'est pas très méchant ce que je dis. Non, mais il ne faut pas observer que ce sont des femmes. S'il y a des séries un jour sur des hommes, vous ne ferez jamais un truc en expliquant que « Oh là là, ça se passe mal pour les hommes en ce moment à l'UMP ». Vous ne le ferez jamais de cette manière-là. Je suis d'accord. Parce que comme si être une femme, c'est une particularité. Je suis d'accord, mais on ne peut pas s'empêcher d'observer ça. Une femme. C'est pas une originalité. C'est pas un particularité, d'accord. Non. Bon, d'accord. C'est un genre. C'est un genre, d'accord. Dites-moi, vous avez vu ce qu'on dit de votre amie Rachida Dati, qui quitte ça c'est le titre de Libé, Histoire d'une disgrâce. Ça vous évoque quoi, Histoire d'une disgrâce ? Le Monde a fait ça aussi, pareil, la chute d'une icône. Moi, j'aime pas du tout les mots qui sont utilisés à ce propos parce que ça évoque la cour, l'icône, ça évoque encore d'autres choses et je trouve que ça nous éloigne de nos responsabilités politiques. Rachida Dati, c'est avant tout ministre qui a eu le courage de mettre en œuvre une série de réformes qui n'étaient pas faciles à mettre en œuvre et qui l'a fait avec beaucoup d'énergie et de talent. Et là, je trouve que les mots qui sont employés en ce moment à son propos sont des mots qui l'éloignent de sa responsabilité politique et de sa qualité de femme politique. C'est blessant, c'est injuste.
C'est injuste, ça c'est sûr, c'est blessant. Bon, elle a du ressort, Rachida, donc c'est pas forcément quelqu'un qu'on blesse si facilement que ça, mais c'est pas agréable, oui, c'est sûr. Elle n'est pas un peu victime elle-même de sa propre médiatisation qu'elle aurait créée elle-même? Vous savez, comme une espèce de truc infernal, la poule et l'œuf, vous savez, tous ces trucs-là. Un effet boomerang. Un effet boomerang, enfin, si vous voulez, elle a été très médiatisée, les journaux, ils sont comme ça, ils brûlent ce qu'ils ont adoré. Et d'ailleurs, on vous le dit au début, au moment où certains sont très médiatisés, on disait ça durera pas, ça durera pas. N'empêche qu'il y a des façons de le faire, il y a des mots à utiliser, des mots à pas utiliser. Moi, j'aime pas trop les mots. Vous comprenez, ça, on le fait aussi aux femmes. Il y a des mots qu'on utilise quand une femme a un moment d'un cycle qui n'est pas forcément agréable en politique, qui ne sont pas des mots qu'on utilise pour les hommes. Enfin bon, je ne vais pas rester là-dedans parce que vous me forcez, moi, à être différentialiste. Le droit à l'indifférence. Soyez gentils, arrêtons d'en parler. Dites-moi, avec Rachida Dati, on parle d'autre chose. D'ailleurs, vous aviez fondé, il y avait le G7 qui réunissait les ministres proches de Nicolas Sarkozy, 7 ministres, je crois. Et vous avez fondé avec Rachida Dati le G2. C'était mignon, ça. 2 femmes ministres, parfois fragilisées, enfin, en tout cas amies, qui se serrent les coudes. Vous allez continuer le G2 ? Vous allez faire un G1 maintenant ? On s'entend bien toujours. Le G2, c'était une boutade, mais j'avais trouvé ça marrant. On s'entend bien toujours. Maintenant, ceci dit, elle va aller vers l'élection européenne et elle va plutôt faire un G2 avec Michel Barnier comme tête de liste pour l'Île-de-France pour les élections européennes. C'est son nouveau combat. Et je crois que c'est un beau combat. Vous savez pourquoi ? Parce que le président de la République a montré, à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne, qu'avec du volontarisme en politique, on pouvait redonner beaucoup de sens à l'Europe, qui n'en a pas toujours eu autant qu'il aurait fallu aux yeux des Français et dans la politique française. Et je crois qu'on peut poursuivre sur les élections européennes ce mouvement qui a été engagé avec la présidence française de reconquête de l'opinion, de reconquête du sens européen en France. Vous dites, quitter l'écologie, c'est une petite souffrance, mais je l'emporte avec moi. Parce que vous savez, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur les questions d'écologie. J'ai toujours été une militante de l'écologie et je le resterai. Je veux dire, je suis convaincue que c'est le grand enjeu du XXIe siècle. En même temps, il y a plusieurs façons de regarder le même sujet. Pour moi, je le dis, l'écologie, c'est une part de la prospective. Pour moi, d'ailleurs, les green tech sont pas loin. Les green tech, c'est les technologies vertes. Et en fait, elles rejoignent dans beaucoup d'aspects les nouvelles technologies d'information. Par exemple, aux États-Unis, actuellement, en Californie, on met sur les mêmes campus des ingénieurs lancés dans les technologies d'information et des ingénieurs lancés dans les technologies vertes, parce qu'on pense que c'est à l'interface entre les technologies d'information et les technologies vertes que vont émerger, si vous voulez, les vraies technologies de demain. Donc pour moi, d'abord, il y a des convergences, et puis pour moi aussi, en politique, il faut pouvoir regarder et travailler et porter tous les sujets. Mais on remarque dans ce remaniement que tout le monde y gagne quelque chose. Brice Hortefeux hérite d'un très vaste ministère, celui du travail, Éric Besson. Avec l'identité nationale aussi, enfin, avec la prospective et l'économie numérique, vous n'avez pas l'impression d'être en bout de chaîne alimentaire, si j'ose dire, pour reprendre une de vos expressions. Pas une expression, il est même élagué, ce portefeuille, de l'évaluation des politiques publiques qu'il y avait avant. Pourquoi ? L'évaluation des politiques publiques, c'était prévu depuis longtemps. Ça faisait plusieurs mois, parce qu'en fait, Éric Besson, d'ailleurs, le disait, c'était un portefeuille en 3 casquettes. C'était 3 portefeuilles en un, et c'était très lourd. Initialement, il avait prospective et évaluation. Quand il a eu en plus l'économie numérique, il a eu vraiment du mal à porter les 3. Et il était prévu de le rapatrier à Bercy. De faire ça. Et l'évaluation, moi, c'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus. La prospective et l'économie numérique, oui, ça me plaît. Ça me plaît vraiment. D'accord. Et dites-moi, est-ce que la première victime de la crise, ça va pas être le Grenelle de l'environnement lui-même ? Non, justement. Justement, expliquez-moi. Parce qu'à peine il pointe ses premiers bourgeons que le gel des actifs boursiers est mis en péril. François Fillon annonce la reprise de la construction de 3 autoroutes, rien que ça, pour relancer la croissance. Construction qui avait été abandonnée en 2007. Les autoroutes, il n'y a rien de plus polluant quand même. Vous devez être furieuse, non ? C'est l'enseignement du paquet énergie-climat. Qu'on a réussi à obtenir dans la présidence française de l'Union européenne. Quand je dis qu'on a réussi à obtenir, c'est en fait d'abord l'œuvre du président de la République, parce que ça, sans lui, vraiment, il n'y aurait rien eu sur le paquet énergie-climat. Mais vous savez, en période de crise, réussir à mettre tous les pays européens d'accord sur un objectif de moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre et de 20% d'énergie renouvelable, c'est non seulement très difficile, mais en plus c'est un énorme signal politique. C'est la preuve que cette dialectique, cette polémique économique contre écologie, c'est fini. Et les pays reconnaissent ensemble que maintenant, il faut conjuguer les deux. Réussir le paquet énergie-climat en période de crise, c'est quelque chose de considérable. Les Américains veulent le faire. Les Américains veulent associer leur plan de relance avec ce qui serait leur Grenelle de l'environnement, en fait. Oui,
Et nous, on l'a fait en quelque sorte en décalé. Le Grenelle de l'environnement après, le plan de relance ensuite. Et dans le plan de relance, vous avez énormément du Grenelle de l'environnement. En fait, le plan de relance est, pour un certain nombre d'investissements, une accélération du Grenelle de l'environnement. Vous avez 35% des investissements des fameux 26 milliards, enfin, à l'intérieur des 26 milliards de ce qui est véritablement les investissements directs, qui vont en direction du Grenelle de l'environnement. Alors c'est vrai qu'il y a quelques raccords d'autoroutes à l'intérieur, mais enfin l'essentiel va sur des TGV, sur du fret, sur le canal Seine-Nord-Europe, qui permet de raccorder des bassins fluviaux entre eux. C'est ça, les investissements. Mais quand Nicolas Sarkozy a laissé entendre le 15 janvier, c'est tout à fait récent, lors de son discours à Vesoul, qu'il envisageait la construction d'un, voire de 2 nouveaux réacteurs nucléaires de dernière génération, ce qui permettrait notamment de renflouer les caisses d'EDF et de GDF Suez, Jean-Luc Borloo, lui, est contre. Hein. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un débat que j'ai avec certains écologistes. Moi, je ne crois pas que le nucléaire soit antinomique de l'écologie. Il ne faut pas que le nucléaire soit notre seul horizon en matière énergétique. Et il faut qu'on aspire à être leader dans les énergies renouvelables, comme on l'est dans le nucléaire. Mais moi, je ne suis pas du tout sur la ligne de certaines associations qui ont construit toutes leurs pratiques contre le nucléaire. Je veux dire, je ne crois pas. Je crois qu'en matière de lutte contre le changement climatique, en particulier, le nucléaire fait partie du bouquet. Vous avez un regret, Nathalie Kosciusko-Morizet ? Et moi, en matière d'écologie, comme beaucoup d'écologistes, j'ai un regret permanent qui est de ne pas aller encore plus vite. Et en même temps, avec le Grenelle de l'environnement, on a vraiment mis un formidable coup d'accélérateur. Donc, vous savez, quand on fait de l'écologie, on est perpétuellement pris dans cette tension-là entre l'urgence écologique. On voit tomber de plus en plus de rapports. Par exemple, on sait que la fonte de la banquise, le fait qu'il n'y ait plus de banquise l'été, qui signe la mort de l'ours blanc, hein, et bien d'autres problèmes. L'ours blanc est une illustration. Ce sera probablement dans 10-20 ans, alors qu'on l'attendait plutôt pour dans 30, 40, 50 ans. Même cette tempête dont vous parlez là. Bien sûr, c'est toujours difficile de lier un événement au changement climatique. Mais on sait que le changement climatique va amener de plus en plus de ce qu'on appelle d'événements extrêmes, donc par exemple de tempêtes. Et donc on voit ces urgences-là qui arrivent, et forcément on a envie d'aller encore plus vite dans l'action. En même temps, il faut respecter les équilibres politiques, les équilibres sociaux, et pour agir efficacement, c'est une mutation en profondeur de la société. Donc il faut réussir à emmener tout le monde avec soi. C'est l'expérience qu'on a faite à l'occasion des débats du mois de septembre sur l'extension du bonus-malus. Oui, il y a eu un moment... Oui. Sur l'automobile, ça a très très bien marché. Et comme l'outil a très bien marché, on a voulu l'étendre à d'autres produits. Et il y a eu un moment où ça a complètement dérapé, en particulier dans les médias. Je ne veux pas forcément la faute des médias, mais simplement c'est devenu... Non, mais c'est devenu... Je dis ça pour dire que je ne vous mets pas en cause, mais c'est devenu collectivement. Mais c'est devenu cette idée, le bonus-malus, peut-être que finalement ce serait une taxe, et peut-être que... Et donc, on a commencé à dériver depuis une fiscalité environnementale qui était quelque chose de très positif, qui accompagnait la transformation, vers une fiscalité qui aurait été quelque chose de punitif. Et là, on a été obligé de faire... On a arrêté pour pas abîmer l'image de la fiscalité environnementale. Vous partez avec une petite mélancolie ? Mélancolie n'est pas le terme, mais vous voyez, moi je reste une passionnée de mon sujet et je continuerai à regarder avec grand intérêt ce qui se passe, même si je pense pouvoir créer des synergies importantes, je l'ai dit tout à l'heure, avec mes nouvelles activités. Vous savez, je pense ça vous fait bizarre de vous voir partir. De me partir. Enfin, vous dites ça comme si, c'est comme si je partais en Patagonie, je disparaissais pendant 3 ans. Enfin, c'est vraiment bizarre. Non, c'est vraiment pas ça. Et je voudrais réussir à porter sur les nouvelles technologies le même discours positif, même discours d'espérance qu'on a réussi avec Jean-Louis Borloo à porter sur l'écologie. En fait, on a réussi à positiver l'écologie à partir d'un système dans lequel il y avait un discours qui était ambigu sur les questions d'écologie, qui était parfois dramatique, surtout sur un discours... Pas seulement, vers un discours de mouvement. Bougeons les choses. Je veux porter le même discours positif sur les questions d'économie numérique. Parfois, je trouve que dans le monde politique, le discours n'a pas été suffisamment positif. Les technologies ne sont pas bonnes ou mauvaises en soi. Elles sont ce qu'on en fait. Voilà ce que je veux dire et ce que je veux démontrer. Sur je vais bientôt... merci Nathalie Kosciusko-Morizet, NKM. Tantôt c'est mon prénom, tantôt c'est mon nom. Vous avez un problème avec moi. Je vais bientôt rejoindre les invités de notre débat. Je vous ai vu cette semaine siéger sur les bancs de l'Assemblée, d'une Assemblée en crise. Comment vous avez vécu cette semaine si particulière, cette tempête sur l'Assemblée dont je parlais en un mot? En un mot? Oui. Écoutez, moi, en politique, je valorise la cohérence de la pensée. Et je trouve que ce que fait là la gauche n'est pas cohérent. Elle a critiqué en son temps, et elle a eu raison,
les manœuvres d'obstruction à l'Assemblée. On sait tous qu'il faut plus de pouvoir à l'Assemblée, c'est ce que le président de la République a fait avec la réforme constitutionnelle, et on sait tous qu'il faut réformer le règlement intérieur pour pouvoir être plus efficace, et en plus c'est la contrepartie naturelle de plus de pouvoir à l'Assemblée. On le sait tous. Les socialistes ont écrit en d'autres temps, il y a une tribune par exemple de Jean-Marc Ayrault écrit à la fin des années 90 qui était très bien, qui disait exactement ce qu'il fallait faire et qu'on est en train de faire. Et on n'a pas à changer à ce point-là d'idée quand on change de position. Moi je le disais, j'essaie d'être cohérente, j'emporte mes idées sur l'écologie avec moi, je veux continuer à les mettre en œuvre et d'une certaine manière à en porter certaines. Et je trouve qu'en politique, le monde, vous comprenez, il est tellement confus. Si nous, les politiques, on se met à changer d'idée, quand on change de position, vraiment, on ne participe pas à dénouer la confusion du monde. Merci beaucoup. On revoit quelques images de cette folle semaine à l'Assemblée. Merci, Nathalie Kosciusko-Morizet. Merci. Monsieur Bloch, l'amendement n'est pas défendu. Manifestation tout à fait inédite au pied du perchoir. Les élus de l'opposition ont réclamé la démission du président de l'Assemblée. Je vous en prie. Monsieur Brott, 1157, non défendu. Mais, Monsieur le Président, si vous assurez le bon déroulement du débat, je pourrais peut-être m'exprimer. Je tiens à vous dire, Monsieur le Président, que la manière dont vous laissez se dérouler cette séance est totalement indigne et irrespectueux des députés. Alors je vous le dis avec calme, mon rôle est de rester dans la loi. La séance est suspendue. Et ben voilà, vous faites ça, là, vous faites ça. Roger Carucci, je ne sais pas si vous avez vu le geste, il fait ça. Et vous vous êtes marré pendant le film. Qu'est-ce qui vous fait marrer, Roger Carucci, en voyant ça ? La théâtralité. Voilà. Parce qu'il y a des réalités politiques lourdes pour les Français, puis il y a de la théâtralité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait un échange, aussi vif soit-il, à l'Assemblée comme au Sénat. Il faut éviter la théâtralité. Voilà. Parce que la théâtralité n'apporte rien et elle modifie la vision par les gens de ce qu'est le vrai débat démocratique. Alors résumons, parce que quand même, il faut résumer pour nos téléspectateurs. C'était mardi soir. Les députés se réunissent à l'Assemblée nationale pour discuter de la loi dite organique qui applique la révision constitutionnelle, vous me suivez jusqu'à là, censée renforcer les pouvoirs du Parlement et votée en juillet dernier. D'accord ? Bon. Rien que de très normal jusqu'à là. D'accord. Bon. Jusqu'à l'étude d'un article 13 fatal. Article 13 fatal, qui porte sur l'encadrement du temps de parole, le terrible crédit temps, qui, selon l'opposition, renvoie le sacro-saint droit d'amendement, vous me dites si je me trompe, aux oubliettes du Palais Bourbon. D'accord ? On veut que ça dérape pas trop, que ça dure pas trop longtemps. C'est ça, enfin, je la fais simple. Bon. Mardi soir, le même mardi soir, à 21h20, la discussion est verrouillée sans que les députés socialistes, Arnaud Montebourg, aient pu défendre tous leurs amendements tollés à gauche. Scandale de l'hémicycle, c'est l'opposition qu'on bafoue, c'est la République qu'on bafoue, etc. Alors, je ne sais pas si l'esprit simple que je suis a compris la situation et les motifs de ce très socialiste courroux, de cette ire parlementaire qui a gagné comme une mauvaise fièvre les bancs de votre groupe. Arnaud Montebourg, pour répondre. Déjà. Pour nous, vous pensez bien qu'on a autre chose à faire que d'utiliser les armes du faible, j'allais dire presque du pauvre. Nous n'avons que la possibilité de quitter l'hémicycle. Il se trouve que dans la confrontation liée à la gravité extrême de la situation qu'on est en train de vivre... Pourquoi c'est si grave ? Je vais vous expliquer. Oui, c'est une affaire sérieuse. Du théâtre, il n'y a pas de théâtre. Vous savez, nous, on est des députés responsables et élus. On est obligés de se battre. Ça fait, d'ailleurs, c'est le point d'orgue. Oui. Mais ça faisait 10 jours que c'était comme ça. Oui, la plus grande indifférence. Coasgen arrête 10 jours. Oui. Il a raison. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ces messieurs qui n'arrivent pas à résoudre les problèmes de notre pays, qui commettent des erreurs importantes, veulent réduire le temps pendant lequel on discute de leurs réformes. Ils veulent régler, et donc ils veulent réduire le temps de parole de l'opposition en décidant eux-mêmes. C'est-à-dire la majorité va décider le temps de parole pour l'opposition, ce qui ne s'est jamais fait, puisque aujourd'hui, l'usage du droit d'amendement nous permet d'éviter que les lois soient votées en catimini, à huis clos et en chambre. Ça porte le débat sur la place publique, un amendement, c'est ça ? Je vous donne un exemple. Si on ne s'était pas battu... Si, vous avez raison. Ouais. Si on ne s'était pas battu sur le travail du dimanche, qui est une réforme totalement impopulaire, et y compris chez les amis du pouvoir,
et y compris ceux qui ça a servi à porter le débat. Eh bien, ils ont retiré leur texte. Il est au calendrier grec. On C'est parce que... Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours dit, reviendra. cette affaire, si l'opposition... À quoi sert une opposition dans une démocratie ? Elle sert à éviter que la majorité fasse trop de bêtises. Voilà. Et à discuter devant la place publique et éclairer l'opinion publique de ses choix. Donc, eux, comme... les atteintes à la justice, les atteintes à la presse, les atteintes au syndicalisme, les atteintes à l'opposition. On va y venir. C'est une affaire très sérieuse. Et dans cette affaire, ne croyez pas que ça nous amuse. On l'a fait par nécessité républicaine. Voilà. Nécessité républicaine, ça n'amuse pas. Il y a une vraie crise et on le sait. Et on se dit qu'il y a des crises plus importantes que celle qui se passe à l'Assemblée. C'est la même. D'accord, on va expliquer. Claude Coesguen, il dit c'est la même crise. Passons sur le cirque. Passons sur le cirque qui a duré 10 jours, qui est l'incident fatigant, qui d'ailleurs contraste avec ce qui se passait en commission des lois, mais comme il n'y avait pas de télé à la commission des lois, là ça se passait très calmement, on était quasiment parvenu à un accord avec la gauche. Mais enfin là on rentre en séance publique. C'est fini là. Mais alors, voyons le fond. En réalité, très mal passé en commission des lois. En réalité, pour la première fois, et non sans mal, moi qui ai toujours défendu avec un certain nombre de mes collègues l'option parlementaire de la Ve République, pour la première fois, la Constitution va donner au Parlement des pouvoirs supplémentaires. Pour la première fois, je ne dis pas que ces pouvoirs, c'est suffisant, mais c'est quand même mieux que le précédent. Pour la première fois, on a une majorité qui se décide à donner un statut à l'opposition reconnu dans la Constitution. Pour la première fois. Pour la première fois, on a une majorité qui dit « vous allez pouvoir parler davantage que nous », pour la première fois. Alors que la gauche, jusqu'à présent, M. Fabius, qui a tellement parlé pendant le débat, 91-98... procédure d'exception, limitation du temps de parole, etc. Bon, passons. C'est du passé. Quoi, la gauche était terrible quand elle était au pouvoir par rapport à la limitation du temps de pouvoir, c'est ça ? Ça ne m'intéresse pas le passé. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. L'avenir, c'est que la gauche a pris en réalité un prétexte qui n'en est pas un, alors que nous donnons véritablement au Parlement, pour la première fois, la possibilité à l'opposition et au Parlement d'exister. Alors quelle mouche aurait piqué si c'est ça ? Exister. Coexister. On sur la table, en chantant la Marseillaise, vous avez fait des images. Mais c'est la vérité. Jean-Luc Mélenchon, attendez, après vous. Évidemment, monsieur le ministre, après vous. Ouais, il répondra après, le ministre. On n'est pas au Sénat ici. Tu as la parole tout le temps, sénateur. D'abord, je parle le premier, et toi, si tu as du temps, tu réponds. Allez, la conception du temps global vu par la gauche. Non, pas du tout. On prend tout et on vous laisse le reste. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas bien d'ironiser sur la manière avec laquelle les parlementaires, à un moment donné, sont contraints de manifester le fait qu'il n'y a plus d'issue à un débat. Quand on en arrive à ce qu'il y ait un empilement d'amendements, c'est que le système est en crise. La sortie, c'est pas le passage en force. La sortie, c'est pas le passage en force. Et c'est quoi ? C'est le débat. La démocratie parlementaire, c'est le débat, encore le débat. Jusqu'à plus soif, quoi. C'est ça. Tu veux que je te lise les amendements déposés ? Attendez. Jusqu'à plus soif. Jusqu'à plus soif. Parce qu'il n'y a pas, écoutez-moi, il n'y a pas d'alternative au débat. Sinon, c'est le règlement de fond. Et attendez, c'est pas tout. Je veux dire quelque chose. Mais jusqu'à plus soif, non, mais franchement. Mais on est assez responsable pour savoir s'arrêter, on l'a toujours montré quand on est en l'opposition. Et eux aussi, dans le passé, quand ils dépassaient les bornes, ils savaient s'arrêter. Donc, dans le débat parlementaire, on sait... Mais il n'y a pas d'alternative au débat. Mais ce que je veux dire, c'est que si cette affaire a pris une telle importance, c'est qu'il y a une ambiance, je vais vous dire le mot, une ambiance pourrie dans ce pays. Il y a une ambiance pourrie sur les libertés. Écoutez, la semaine dernière, il y a un gars qui est sur un marché. Il vend l'Humanité dimanche. Il fait ça depuis 20 ans. Il s'appelle Younis Abadoun. Personne ne lui a jamais rien demandé d'autre que l'Humanité à acheter. Le gars est poursuivi parce qu'il vend à la sauvette des journaux et il est poursuivi parce qu'il a refusé de payer l'amende. Ça s'est passé il y a une semaine. M. Coesguen a l'air d'en douter. Il va adhérer. Je vous donne un deuxième exemple. C'est regrettable. Il y a un gars qui est sur une bicyclette. D'accord, il a de l'humour. Il va à une manif. Ça n'empêche pas, oui. Oui, mais tu vas voir. Il va à une manif à Laval. Sarkozy va venir, donc il va à la manif, d'accord ? Il n'a pas le temps d'y arriver. On le jette par terre. Il y a 2 gars qui lui sautent dessus parce qu'il est repéré comme un danger. Et comme c'est un gars qui a de l'humour et de la réaction, il sort son papier. Rends-toi compte, l'audace. Il sort son papier quand passe un train de voiture à 130 km/h. C'est le cortège officiel. Et dessus, qu'est-ce qui est écrit ? Casse-toi, pauvre con. C'est une phrase que le chef de l'État a utilisée. Donc, on en déduit. Poursuivi, inculpé, condamné, et là, il est en appel, il passe la semaine prochaine. Bon, il regrette, attendez, encore un exemple. Non, il faut que ça avance. Et Besancenot, voilà quelqu'un qui a été candidat à l'élection présidentielle, et vous avez le front
de le laisser se faire espionner dans des conditions que l'on a vues. Vous ne me répondez pas, monsieur le ministre. Quand je vous pose la question, je m'adresse à vous. Je suis parlementaire, je vous envoie une question écrite, vous mettez 2 mois et demi à ne pas me répondre. Je vous dis des services de police sont impliqués. Vous me répondez absolument rien. Donc voilà ce que je veux dire. Il y a une ambiance, écoutez, il y a une ambiance, c'est la poutinisation contre liberté. Alors, Roger Carucci, la formule a été très réussie. Roger Carucci, ambiance pourrie. Moi, je reviens. Ça doit vous faire mal. Ça, alors là, je reviens au Parlement. Pour que ça vous a fait mal et ça doit être vrai. Il doit y avoir quelque chose de vrai. Sur la poutine. Qu'est-ce que c'est qu'un pays où poutinisation rampante. D'accord. Alors, c'est pas ça veut dire. Un pays où le chef de l'État dit bien que le chef de l'État est à la tête d'une secte. Contrôle à terme toutes les télévisions. Ça s'appelle comment? Ça vous dérange? Au Parlement. Il y a des moments où il faut... Roger Carucci, je vous passe la parole tout de suite après Jean-François Kahn. 2 mots sur le Parlement. Moi, je dis simplement à M. Montebourg, et il le sait, puisque c'est à l'Assemblée que ça s'est passé, et on verra bien ensemble comment ça se passe au Sénat. Mais on a fait en sorte que le débat ait lieu, vraiment lieu, et de prendre du temps. Et tout le monde y a mis du sien. Et le gouvernement était tellement ouvert que plusieurs des articles de la loi ont été réécrits avec des amendements socialistes, en commission des lois et dans l'hémicycle. Simplement arrive un moment où, par exemple, sur l'article 13, le fameux article sur le temps, au-delà du nombre d'orateurs, vous aviez, juste pour la suppression de l'article, 200 fois le même amendement de suppression. 200 fois le même amendement, ça veut dire normalement que si on avait laissé rouler le système, c'était 20 heures où 200 personnes disaient d'affilée... Attendez, j'ai pas fini. Oui. Non, mais pour disaient 200 fois la même chose. Sincèrement, dans un pays démocratique, où on peut se parler, où on peut essayer d'avancer, où on peut, à l'Assemblée, faire du travail en commun, est-ce que les Français attendent ça, ou est-ce qu'ils attendent que l'Assemblée nationale, que le Sénat, que le débat démocratique ait lieu à fond, que dans la révision constitutionnelle, on a donné beaucoup plus de temps en commission, beaucoup plus de pouvoir, que c'est le texte futur de la commission qui arrivera dans l'hémicycle et non pas le texte du gouvernement. Moi, je trouve que les Français sont en droit d'attendre un débat démocratique, mais un débat organisé pour avoir le sentiment que leurs députés travaillent pour eux. J'ai compris. Travaillent pour eux et pas uniquement. Ça veut dire quoi, mettre 200 fois le même amendement? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire on fait traîner, on bloque, on obstrue le débat parlementaire. Mais quel intérêt? C'est la négation du débat démocratique. Quel intérêt? Alors quoi? Quel intérêt? 200 fois le même? Je vais vous dire, il n'y a pas d'exemple depuis le début de la Ve République où un texte présenté par un gouvernement n'ait pas pu aboutir. Ils sont tous... Donc il n'y a pas d'obstruction. Il n'y a pas d'obstruction. Il y a retardement. Pourquoi y a-t-il retardement? D'abord parce qu'on ne peut pas utiliser d'autre chose que les amendements pour pouvoir parler à la société. Amendement, c'est changer un quand texte, on change un texte, on change la loi. Voilà. Et quand on fait 200 fois le même, ça veut dire quoi? Ça nous donne 200 fois 5 minutes pour pouvoir dire qu'ils font des bêtises. Voilà, c'est tout. Donc pourquoi on va chercher le droit d'amendement, M. Moiti? Alors parce qu'on ne nous donne pas du temps de parole par ailleurs. Donc nous avons dit à M. Carucci, qui représente un gouvernement qui a décidé de façon autoritaire de passer sur le corps de l'opposition en disant maintenant on va vous réduire ce qu'on appelle le temps de guillotine. Donc nous avons dit si vous nous faites des propositions, si vous permettez, vous allez répondre. Sinon personne ne comprendra rien à cette histoire. Mais il n'y a rien à comprendre d'ailleurs, c'est ça. Nous, on nous a dit le temps sera fixé par la majorité, on vous coupera le caquet. Nous, on a dit, si vous nous faites des propositions, moi je suis intervenu 40 fois dans la nuit, le jour, en disant, faites-nous des propositions. Il a fallu qu'on boycotte les questions d'actualité. Il a fallu qu'on chante à Marseillaise pour qu'enfin on ait les propositions écrites. Et c'est la base sur laquelle nous allons... Alors Jean-François Kahn, qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés attendez, Jean-François Kahn, expliquez-moi, vous qui n'êtes pas parlementaire pour l'instant, expliquez-moi. Je constate une chose, parce que Carucci, entre autres, a distribué un texte pour démontrer ce que vous avez rappelé tout à l'heure, que la gauche avait tenu à réduire un droit d'obstruction. Et je dois dire la gauche au pouvoir à l'époque. La gauche au pouvoir. Je dois dire, ça m'amuse parce que depuis quelque temps, à chaque fois que vous voulez un argument pour montrer que vous avez raison, vous n'en avez plus qu'un, c'est la gauche l'a fait, donc c'est bien. Par exemple, regardez, télévision.
Télévision, oui. Télévision, vous a supprimé la télé, mais la preuve que c'est bien... Vous supprimez la télé? Vous supprimez la publicité. C'est l'affreuse nouvelle. Ah oui. Peut-être d'ailleurs. Non, vous restez là. Vous supprimez ça comme ça. Oui. Vous supprimez la publicité, c'est bien, la gauche l'a fait. Non, vous faites la proposer. Donc, puisque c'est de gauche, c'est bien. On fait un RSA. On va faire. Mais moi, je suis pas. Attendez, on fait un RSA qui va d'ailleurs provoquer multiplier le travail partiel. C'est bien parce que la gauche l'a fait. On fait on fait des emplois aidés, mais la preuve que c'est bien, la gauche l'a fait. Mais écoutez, je vous jure que la gauche ne fait pas que du bien. C'est vrai. Ah, ça, on est d'accord. Alors arrêtez et trouvez des arguments. Trouvez d'autres arguments. Mais attendez, c'est incroyable. On est d'accord avec Jean-François. Que le seul argument. Un axe sacré, là. Attendez, avouez que le seul argument, c'est la gauche l'a fait. De la part de la droite, c'est un échec incroyable. Enfin, je vais vous dire pourquoi vous dites ça. Parce qu'il y a eu un jour un débat sur le Pacs. Et lors de ce débat sur le Pacs, Madame Boutin a parlé pendant 4 heures ou 5 heures. 5h30. Alors, en effet, on s'en souvient avec des gens à gauche ont dit il faut limiter ça à 4 heures, 5 heures. Il avait fait avant. Eh bien, je vais vous dire, c'était formidable. Les 5 heures de mais bien sûr, mais que Madame Boutin, c'est pas mon point de vue, c'est pas mes opinions, mais que Madame Boutin, pour qui c'est fondamental. Le problème du Pacs, ça touche à ses opinions, à ses convictions religieuses. Alors. Eh bien, attendez, que Madame Boutin ait pu parler 4 heures, jusqu'au bout, essayer de... Avec le symbole, il faut ralentir cette loi qui est mauvaise. Mais c'est ça, la démocratie. C'est ça qui est le débat formidable. Est-ce que vous avez vu le film qui, pour tous les Américains, est le film qui représente la démocratie? Monsieur Smith au Sénat. C'est l'histoire d'un type qui est dans une tribune et pour arrêter une loi qui lui paraît mauvaise, il reste des heures et des heures et on le montre à tous les enfants en leur disant c'est ça la démocratie. Mais écoutez, si le Parlement n'est pas un endroit où on peut se battre, où on peut quelquefois combattre, où on peut faire entendre de la passion, et où on peut essayer d'arrêter quelque chose qu'on trouve mauvais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça se passera dans la rue. Mais non, mais prenez conscience que ça se passera dans la rue si c'est pas le Parlement. Et ça va se passer dans la rue. Parce que le Parlement ne joue pas. Déjà, le Parlement n'est pas représentatif, vous le savez très bien. Il n'est pas représentatif des opinions. Donc si on ne peut pas parler au Parlement, jusqu'au bout, ça se passera dans la rue. Monsieur Koesgen, comment ça va se passer tout ça? Ce qui s'est passé, ce que nous avions proposé avant même le débat à la gauche fera qu'il y aura non seulement pas moins de temps, mais plus de temps pour le débat parlementaire. Plus de temps pour le débat parlementaire. Comment expliquer ce paradoxe? Mais non, mais le paradoxe, il est chez eux, il n'est pas chez nous, le paradoxe. Ah bon? Le problème, moi je vais vous le dire, c'est d'avoir essayé d'attirer l'attention sur un phénomène. Alors j'ai un bel article là de M. Hérault. Non, vous n'avez pas Libération, je ne lis pas l'article. Ne lis pas tout. 4 novembre 98, M. Hérault dit, M. Hérault le même, la flibusterie n'est pas liée à la démocratie parlementaire, il en est la maladie infantile. C'est joli. Ça fait une référence qui vous plaît, M. Mélenchon. La maladie infantile. Du communisme. Une seconde. Alors, Mélenchon brûle l'envie d'intervenir. Il y aura du temps. Mais pas pour répéter toujours les mêmes âneries, parce que quand même, on a entendu pendant 10 jours toujours les mêmes âneries. Vous n'avez pas le droit de qualifier d'âneries les arguments des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Pourtant, vous le faites souvent. Non, mais moi, je ne parle pas comme ça. Je ne dis pas que ce que disent les autres sont des âneries. Je ne suis pas d'accord avec vous, je peux le dire. Mélenchon est un saint. Écoutez, ne vous en prenez pas à moi personnellement, c'est tout à fait insupportable. D'autant plus que je vous aime beaucoup. Alors, si vous aimez comme ça, qu'est-ce que c'est quand vous n'aimez pas? Regardons ce qu'est la vie du Parlement. Regardez, M. Koesgen, ce qu'est la vie du Parlement. Aujourd'hui, quand arrive une directive européenne, 80% de nos lois dépendent des directives européennes. Nous ne pouvons rien amender. 80% des lois qui s'appliquent aux Français sont votées à la hussarde, sans débat, sans amendement. 80%. Depuis 1992, 34 000 règlements sont passés comme ça. J'ai eu la honte de participer à une séance du Parlement où, en une journée et demie, nous avons adopté 160 directives sans débat. 160 lois en une journée. Ça veut dire que nous ne sommes plus en démocratie. Et du peu qu'il reste, si nous en enlevons chaque jour, oui, nous ne sommes plus en démocratie. Quand un peuple se fait appliquer des lois
sans avoir pu les débattre et les amender. Qu'est-ce que vous allez faire au Sénat? La même chose qu'à l'Assemblée, alors? Vous allez faire la même chose? La loi en question, c'est une loi organique. Tant que les sénateurs ne l'ont pas votée dans les mêmes termes, elle ne sera pas adoptée. Nous allons faire ce que nous pouvons pour qu'elle ne le soit pas. Sur le droit d'amendement, écoutez-moi bien, le droit d'amendement, c'est aussi vieux que le Parlement. On peut, d'une manière démagogique, dire « Ah là là, ils discutent pendant des heures, ils ont déposé 200 fois le même amendement ». Mais pourquoi ont-ils déposé 200 fois le même amendement? Pour avoir la possibilité qu'un débat ait lieu. Si vous en déposez un, c'est réglé en 5 minutes, on passe à la question suivante. Et au passage, on a passé par-dessus bord une liberté fondamentale il y a 4 siècles. Mais on se sent pas. Attendez. Arnaud, mais c'est ça la réalité. Monsieur Karouchi, oui, monsieur Karouchi. Je vais laisser finir réellement. Il vous a prévenu que c'est pris entre l'Europe et la monarchie républicaine. Voilà. Comment c'est autre chose? Vous êtes d'accord? C'est vous qui avez écrit le traité de Lisbonne, c'est pas moi. Oui, enfin, monsieur Mélenchon, vous parlez vous-même de la période qui remonte déjà à 15 ans. Et reconnaissez que même dans la période 97-2002, pendant que la gauche était au pouvoir, vous n'avez rien changé sur le transfert des directives. Le transfert des directives en droit français, c'est un transfert qui existe en réalité depuis une quinzaine d'années. Il vient de dire nous ne sommes pas en démocratie. Nous ne sommes plus en démocratie. Non, mais ça, c'est pas vrai d'abord parce que ça voudrait dire que l'Europe tout entière n'est pas une démocratie. Moi aussi, j'ai voté contre le traité de Maastricht, monsieur Mélenchon. Pour autant, je ne dis pas que l'évolution de l'Europe est antidémocratique. Oui, elle l'est. Non, c'est pas vrai. On peut ne pas être d'accord sur certaines évolutions. Dire que l'Europe est antidémocratique, ça n'est pas la vérité. Mais enfin, deuxième élément. Deuxième élément. Il suffit pas parce que vous le dites que c'est vrai. Ça n'est pas, monsieur Mélenchon, parce que vous le dites. Ça n'est pas, monsieur Mélenchon, parce que vous le dites que c'est vrai. Laissez-moi le démontrer. Non. Deuxième élément. Vous ne raisonnez pas, vous affirmez. Mais comme vous. Monsieur Mélenchon, monsieur, je peux démontrer aussi. Monsieur Mélenchon, quand on dépose un texte, sincèrement, moi je dis à monsieur Montebourg, je dis à monsieur Mélenchon, au Sénat et à l'Assemblée, il peut y avoir 400 amendements forts dans lesquels on passe du temps à débattre. On prend du temps parce qu'on dit 5 minutes, c'est pas vrai, c'est 5 minutes de celui qui présente, mais ça peut être un vrai débat dans l'hémicycle. Quand vous avez 5 000, 10 000 amendements, les gens se disent, devant ce torrent d'amendements répétitifs, ça nuit à la qualité du débat. Ça rend, ça rend le débat illisible, invisible. Et en réalité, vous tuez le débat. Quand il y avait 200 amendements qu'on trouvait intéressants, c'est monsieur Kahn, on écoute Jean-François Kahn. Puisque vous êtes ministre, vous êtes occupé du Parlement. Oui. D'abord, il faut constater, il faut quand même vous poser une question qu'on doit tous se poser. Pourquoi tout le monde se fout du Parlement? Pourquoi alors que ça devrait être le cœur de la démocratie? Pourquoi se fout du Parlement? Pourquoi dans les journaux on ne parle plus des débats parlementaires? Pourquoi les manifestants n'ont même pas eu l'idée d'aller vers le Parlement? Je vais vous donner deux exemples historiques. Dit à cause des socialistes. Tu parles. Parce qu'au contraire, attendez, c'est la seule fois où les gens se sont intéressés au Parlement. Attendez, pendant quelques jours, exceptionnellement, les gens se sont. Ils fassent quelque chose, mais c'est pas vrai. J'ai deux exemples. En 1847, sous la monarchie de Juillet, donc un régime monarchique. Je m'en souviens parfaitement. Il y a une interpellation, 47, au Parlement, le ministère Guizot, le Premier ministre. Interpellation. Aujourd'hui, on peut interpeller le gouvernement sur une affaire, c'est des questions orales, ça dure, vous répondez, etc. Ça dure 1 heure ou même pas. Bon. 14 jours de débat. 14 jours. Tant que les gens avaient quelque chose à dire, tous les Lamartine, Thiers, ils ont pu aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et les gens étaient là. Et toute la France écoutait. Et toute la France se disait, on parle en notre nom. Mais oui, mais les journaux le font. Excusez-moi. Mais justement, le suffrage était censitaire, et malgré cela, toute la France entendait parce qu'elle était représentée. L'autre cas, encore plus extraordinaire, on chantait la Marseillaise, on n'entendait pas la télé. En 1905, il y a pas la Marseillaise. Vous avez un ministre de droite qui interpelle le gouvernement à cause de la propagande pacifiste de la CGT. Un ministre de droite? Non, un député de droite. Un député de droite interpelle le gouvernement à cause de la propagande pacifiste de la CGT. Jaurès demande à parler, à répondre. Et il fait un discours sur l'internationalisme, le pacifisme, etc. Il parle 2 heures. Et puis il est fatigué, il dit, est-ce que je peux continuer mon discours demain? Oui, monsieur Jaurès. Il remonte à la tribune. Et il reparle 2 heures.
Et il demande, je suis fatigué, est-ce que je peux continuer? Il parle une troisième fois, il fait encore 1 heure. Et pourtant, ils étaient 60 députés socialistes. Mais il y avait un respect parce que le Parlement, il faut ça s'exprime. Il faut que les classes sociales s'expriment, les sensibilités s'expriment. Vous avez cassé ça. Excusez-moi, mais non, attendez. Vous avez entendu ce qu'il dit. Vous avez entendu, monsieur, vous avez entendu ce qu'il dit. Jaurès ne parlait pas de Casimir. On n'a pas parlé de Casimir. Mais c'est parce qu'on ne peut pas s'exprimer qu'il y a l'amendement Casimir. C'est évident. Mais non. Attendez, quand Alors, je vous dis, personne ne s'y intéresse. Monsieur Montebourg, mais c'est pas lié. Vous voulez bien diriger un peu les débats, là. Je vous remercie de cette félicitation. Vous demande de respecter le débat. Je vais faire président de séance. Personne ne comprend rien à cette émission. Puis Montebourg ne peut pas parler. Oui, ça, c'est pas rien. Si Montebourg ne peut pas parler. C'est insolent, ça, quelque chose de fou. Il était temps. Il est comme ça. Il faut vous y faire, l'impertinence du parlementaire. Il parle, il dit ce qu'il pense. Alors, justement, monsieur le parlementaire, il va se lever et chanter la Marseillaise et tout le public va le faire ensemble. Je le ferai volontiers avec entrain. Mais moi, avec joie aussi. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire mardi, en fait? Quelle sera l'attitude des socialistes? Je peux savoir un petit d'abord, en matière, comme ça, un petit goût, une avant-première? D'abord, si on devait résumer la situation, c'est que ce qui se passe au Parlement, il y a des multiplications des foyers de tension dans le pays. Moi, je voudrais... Ça ne m'a pas échappé. Il n'y a pas qu'au Parlement où ça va mal. On y arrive à ces foyers de tension. Je voudrais juste vous donner des commentaires pour montrer que ce n'est pas un débat droite-gauche. C'est un débat des défenseurs de la République, et ils sont majoritaires, et ceux qui veulent modifier l'équilibre de la République pour changer la distribution des pouvoirs. Par exemple, monsieur Daniel Garrigue, c'est un député de la Dordogne, UMP, qui a été flanqué dehors de l'UMP, qui est non inscrit maintenant. Il a démissionné. Il a déclaré cette réforme est dangereuse. Enfin, il a été élu avec les voix de l'UMP. Oui. Monsieur de Villepin, il a dit il y a une tentation de concentrer les pouvoirs. Ah bon. Monsieur Carucci, moi-même. Un éditorialiste de la presse allemande, Der Spiegel, a déclaré qu'il y avait un président en France ivre de pouvoir. Non, mais qui c'est l'éditorialiste allemand? Madame Eva Joly, qui est... Non, mais je vous donne quelques appréciations. J'ai l'impression que ça vous gêne un peu. L'éditorialiste norvégien qui a dit on est merveilleux. Vous n'avez pas besoin d'aller en Allemagne, vous pouvez même aller en Norvège, par exemple. J'y viens. Madame Eva Joly, qui était juge d'instruction célèbre, a dit la suppression du juge d'instruction, c'est un geste d'autocrate. Voilà. C'est-à-dire que se multiplient partout des appréciations sur le risque de marche vers la concentration et donc l'abus de pouvoir. Alors, nous y voici. Attendez. C'est gênant, c'est vrai, vous prenez ça à la légère, vous devriez... Vous pensez... Attendez, laissons exprimer la pensée par ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas en placer. Monsieur Montebourg, je n'arrête pas de vous relancer, au contraire. Il est incroyable, une violence. Il est d'une très grande violence. Je parlerai... Vous savez que je rentre chez moi, c'est pas un problème. Je vous pose une question. On ne saurait être plus tolérant. Vous parlez de dérive autoritaire du régime. Vous voyez les signes dans, je vous cite, la prise de contrôle de la télévision publique, la suppression annoncée du juge d'instruction, la multiplication des gardes à vue de journalistes et de syndicalistes, la reprise en main des collectivités territoriales, sans rajouter sur la poutinisation de Nicolas Sarkozy. Rampante, pardon, j'ai oublié le mot. On prétend faire le contraire, il se cache. Bon, la poutinisation, que nous sommes à la tête d'une secte. Dire rampante. Bon, alors, dans ce cas-là, vraiment, vous pensez que ce qui se passe à l'Assemblée, le reflet de ça, c'est-à-dire c'est pour lutter contre ça que vous vous exprimez à l'Assemblée avec cette âpreté et cette violence. Qui d'ailleurs n'a pas la culture parlementaire, n'a jamais vraiment siégé, il n'a pris la parole qu'une fois en 12 ans, c'est ce que nous avons relevé. Simplement, mais c'est sa culture. C'est une culture de de la violence politique, c'est-à-dire en quoi c'est de la violence politique? Si vous permettez, je vous écouterai religieusement, monsieur le ministre. Pardon. Vous allez apprendre à écouter ce que pense l'opposition, même si vous n'êtes pas d'accord, parce que nous entendons, par exemple, sur tous les organes de presse, qu'on nous parle d'obstruction. Moi, je pense qu'il y a une obstruction du pouvoir exécutif à la parole de l'opposition. Quand ça augmente, la parole de l'UMP, gouvernement, président de la République, augmente de 250% sur TF1, 92% sur France 2, 45% sur Canal+, ça, c'est de la vraie obstruction médiatique.
Et après, on nous dit, mais l'opposition, vous êtes où? C'est que simplement, on ne peut plus passer sur les écrans de la démocratie nationale médiatique. Voilà. Donc, vous ne passez pas à la télé? Jamais. Dans des proportions qui se sont rétrécies. Dans des proportions qui se rétrécissent. C'est pas loyal. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est-à-dire le temps de parole aujourd'hui est totalement déséquilibré à cause d'un CSA. Ça, il faudrait le prouver, en tout cas, sûrement mais pas. ce sont je viens de vous donner, monsieur Moati, vous n'allez pas le prendre pour vous. Ce sont les chiffres du CSA. Et vous allez maintenant lire les rapports du CSA. Vous allez voir dans quel état se trouve la télévision française publique et privée. Merci. Bon, alors, c'est une offensive générale. Nous avons, et quand en plus on nous pourchasse le diffuseur dans la rue, alors on fait quoi à la fin? On pourchasse le diffuseur. Je viens de le type qui vendait du mar. Mais non, j'ai pas dit que c'était pas. J'ai pas dit que c'était pas important. Alors, il a dit c'est des Monsieur Cohen. Si je rentre dans le raisonnement de mon topo. Alors, ni les affaires de l'Europe. Je peux parler, monsieur Mélenchon. Si je rentre dans le raisonnement. C'est en fait tout le monde peut le constater. Si je rentre dans le raisonnement. Allez-y. Dérive autoritaire du régime. Alors, allons-y. Dérive autoritaire du régime. Moi, je pense. Admettons, dans l'esprit de M. Montebourg, c'est terrible. C'est l'esprit de Dominique de Villepin. Nous sommes l'incarnation de la démocratie. Vous pouvez répéter ça? Nous sommes l'incarnation de la démocratie. Et je vais le démontrer dès qu'on me laisse 5 minutes. Comment peut-on expliquer que sur le seul texte, le seul texte qui arrive au Parlement, qui donne à l'opposition plus de droits, c'est-à-dire la possibilité de s'exprimer davantage que la majorité, qui vous donne 60% du temps de parole au lieu de 40%, ce qui n'est pas le cas dans les autres collectivités territoriales où vous dominez et vous cassez le temps de parole de la droite. Passons. On vous donne la possibilité d'avoir une véritable existence, car le Parlement doit être, dans notre esprit, la vraie vitrine de l'opposition en face d'un pouvoir exécutif dont je veux bien reconnaître qu'il est omniprésent, mais moi je le vois plutôt en termes positifs. Mais il faut un contre-pouvoir. Et sur ce contre-pouvoir, et sur celui-là, c'est celui-là que vous battez. C'est celui-là que vous battez en brèche, alors que c'est le seul moment où véritablement la Constitution va vous donner la possibilité d'exister davantage et ne voulez pas de cette existence. Pourquoi? Mystère. On a droit à l'amendement Casimir. Mais quand Sarkozy dit, paraît-il, j'écoute mais je tiens pas compte. Attendez, non. Est-ce que je peux me permettre de prendre un seul exemple parlementaire, et après je répète, mais m'écoute pas, mais si, je voudrais prendre un seul exemple parlementaire. J'écoute, mais attendez. Le président a dit j'écoute, mais je ne tiens pas compte. J'écoute, mais je ne tiens pas compte. Ça dépend de qui et de quoi, mais un seul exemple parlementaire. Casimir. Alors, un seul exemple parlementaire. Le métier de broche à reluire, c'est en 1981, la gauche arrive au pouvoir. Elle prend la présidence par définition de l'Assemblée nationale. Elle décide immédiatement. À l'époque, attendez, les questions d'actualité. C'est toujours. Non, monsieur Jean-François. Puisque la gauche l'a fait, mais la prochaine fois, je le prendrai au modèle. Ne vous inquiétez de rien. C'est terrible. C'est l'effet Besson. Besson, vous consommez. La gauche arrive et elle dit les questions d'actualité filmées par France 3, dorénavant, sera à la proportionnelle. C'est plus à égalité opposition-majorité. C'est à la proportionnelle. Comme la gauche était largement majoritaire, elle prend l'essentiel des questions et laisse peu à la droite. Très bien. Nous disons là, aujourd'hui, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, dit nous, on est d'accord pour dire, après la réforme du règlement, moitié-moitié. Il n'y a plus de majorité d'opposition, 3 quarts, 1 quart, 2 tiers, 1 tiers. On dit moitié-moitié. Réponse des socialistes. C'est donc en réalité, on dit de nous-mêmes, on vous donne la moitié du temps, filmé à la télé, vous pouvez poser des questions au gouvernement avec des réponses. C'est quand même, là aussi, c'est un petit élément. Mais c'est un élément symbolique. Et bien là, on nous répond, ça n'a aucun intérêt. Ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est-à-dire que plus vous c'est insuffisant. Vous voudriez la majorité du temps, d'accord. Nous n'avons pas dit ça n'a aucun intérêt, nous avons dit c'est insuffisant. Vous n'êtes pas conscient du fait qu'il y a quelque chose qui est en train de déraper. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne parlez pas du Parlement. C'est un tout. Il y a le Parlement. Vous savez très bien que dans l'invective mutuelle, personne ne comprend rien à ce que nous disons. Donc, ce sont des dossiers extrêmement techniques et on a beaucoup de mal à les résumer. Mais quand vous mettez bout à bout, ces gens ne sont pas fous à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas parce que je ne suis plus membre du Parti socialiste que je les considère pour autant comme des gens irresponsables. Pourquoi font-ils ça? C'est gentil. Alors, il y a donc une crise grave au Parlement. Je vous pose un problème. Je vous dis les directives européennes sont adoptées sans amendement. On s'en fiche, c'est pas le sujet. Après, je vous dis, dans le pays, on criminalise l'action sociale et syndicale. Vous me dites non, c'est pas vrai, vous exagérez. Vous ne vous rendez pas compte que quelque chose est en train de déraper dans ce pays au pire moment de son histoire, c'est-à-dire un moment où il vit une grave crise économique, sociale. Vous avez oublié l'histoire. C'est pas l'inverse. Jean-François Kahn, franchement, vous inversez. Pourtant, vous êtes des hommes conscients, respectables. Vous prenez les éléments politiques pour expliquer la crise économique et pas l'inverse. Tu trouves normal qu'on inculpe un gars qui vend un journal politique? Mais non, je trouve pas ça normal. Ah bah alors. Et un autre parce qu'il a un carton marqué « Casse-toi, pauvre con ».
C'est nouveau des histoires comme ça, qu'on inculpe un gars qui a été président, candidat à la présidence de la République, pas l'équilibre parce qu'il a été devant une poche. Mais si, c'est aujourd'hui. D'ailleurs, la preuve, c'est que le président... ministère va voir les gens. Je sors souvent, moi. Je te crois, va voir les gens, tu verras bien comment ils te répondront. Par exemple, quand le président dit... Vous vous rendez pas compte que les gens... C'est lui qui veut la réforme pour ça. On a compris. Jean-François Kahn. Bon, tant pis, ça n'existe pas. Je ne dirais pas qu'il n'y a plus de démocratie en France, etc. Il ne faut pas être excessif, mais vous n'allez pas nier qu'on va de plus en plus vers un pouvoir totalement personnel. Ben oui, c'est un pouvoir totalement personnel qui peut choquer un républicain qui se renforce, qui peut choquer des républicains. Je vais donner l'exemple, puisque ça fait partie de cette polémique. Il y a un CSA, et c'est vrai, le CSA qui nomme les responsables de la télévision. Et c'est vrai, tout le monde a remarqué, le CSA aujourd'hui, finalement, il est de droite parce que les trois institutions qui nomment les représentants sont de droite, donc il est à 100% de droite. Alors on dit, on va améliorer ça, il faut changer. Et naturellement, naïvement, on croit que ce qu'ils vont changer, c'est pour le rendre plus démocratique. C'est qu'on va faire en sorte d'ouvrir, que l'opposition puisse avoir son mot à dire. Ou bien, pas du tout. Attends, et on vous dit, on va changer ça. Désormais, c'est le président de la République, tout seul, qui va nommer le président de France 2, de France 3, de France Inter. C'est le même, d'accord. Mais c'est tout. Attendez, quand on a une grosse influence. Là, on a l'impression qu'il y a 10. Non, mais excusez-moi. Quand on a une grosse. C'est un scoop, merci de l'annoncer en direct. Quand on a une grosse influence sur TF1, sur M6, etc., et qu'on nomme les représentants de toutes les autres télévisions, vous dites, c'est quand même un problème. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, parce qu'il faut sortir d'hypocrisie. C'est quand même un comble. Parce que ça veut dire quoi? D'abord, parce que comme dans les familles, on pratique encore l'inceste, on dit allez, sortons d'hypocrisie, légalisons l'inceste. Ou bien, puisque de toute façon, nommons Sarkozy empereur, puisque de toute façon, dans les faits, ça revient au même. Sortons de l'hypocrisie. Sortons de la modération aujourd'hui. Vous trouvez vraiment... Il y avait Poutine. Je suis désolé, mais qu'est-ce que vous pouvez toujours faire ça? Vous pouvez pas répondre. Vous ne pouvez pas répondre. Alors je vais vous dire, quand les gens ne savent pas répondre, ils disent ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On donne un pouvoir de contrôle au Parlement. Alors répondez à cette question simple. À partir du moment où un pouvoir politique contrôle directement ou indirectement l'ensemble ou 95% des chaînes de télévision, est-ce que vous allez dire devant les Français, franchement, c'est la démocratie et c'est un progrès? Vous osez le dire? Mais bien sûr. Vous êtes parfait. Parce qu'on a donné... Vous êtes parfait. Ça, je le savais, merci. Mais moi, je vous dis, on donne au Parlement, et c'est dans la réforme, un pouvoir de contrôle sur toutes les nominations, pas que sur celle-là. Ouais, pourquoi c'est faux? Pas du tout. Il faut avoir non, mais attends, j'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Racontez pas un je dis que vous avez et que le Parlement, pour la première fois, va être associé à tous les contrôles de nomination. C'est la première fois. Il y aura des auditions. Calme. Ça intéresse ou pas? Vous savoir. Il dit quelque chose qui est faux. C'est pas faux. Je crois en écouter la question. Voilà. S'il vous plaît, calme. La télévision publique, ça appartient à qui? Selon vous? Silence. Au président de la République ou aux citoyens? Vous n'en savez rien. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Elle n'appartient pas au président de la République. Donc voilà. Moi, je vais vous dire franchement, monsieur Kahn, arrêtez de considérer les parlementaires qui vont avoir le droit de juger et de désigner avec le président de la République le président. Arrêtez de nous prendre pour des godillots. Je ne suis pas un godillot. Et je vous garantis que mes collègues de la majorité parlementaire le savent parfaitement. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas été emballé, moi, par cette affaire de nomination. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais je trouve néanmoins qu'aller à l'empire, à la poutinisation et aux excès, notamment en refusant de donner au Parlement le pouvoir qui doit être le sien croissant, devant un accroissement de l'exécutif incontestable dû à la médiatisation, c'est quelque chose qui va contre son propre intérêt. Et je trouve que les socialistes... Non, mais je trouve que les socialistes ont tiré contre leurs propres opinions. Moi, j'ai toujours pensé que les socialistes défendaient une certaine démocratie parlementaire. Eh bien, je m'aperçois que dans le débat qui vise à donner au Parlement plus de pouvoir, qui est-ce que j'ai comme adversaire? Les gens qui, justement, défendaient la démocratie parlementaire. Reconnaissez qu'il y a de quoi... Est-ce que vous ne pensez pas, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous ne pensez pas, la rue, elle va parler, là, le 29 janvier. La rue, elle va parler. Est-ce qu'elle va remplacer la Chambre des députés? Est-ce que ce débat dans la rue... Oui, alors, dites-moi. C'est à moi que vous posez la question, vous supportez... Est-ce que c'est une troisième chambre, la rue? Est-ce que c'est une troisième chambre? Vous l'avez pris beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, alors... Non, mais la démocratie, c'est un ensemble vivant. Chaque parti doit être protégé avec minutie. Là,
C'est une forme de l'expression, la revendication sociale. C'est très grave ce qui se passe. 8 centrales syndicales qui tombent d'accord sur un texte en plus, pas seulement sur la démocratie. Oui, qui va très en avant. Ça veut dire que s'ils en sont dans un pays où quand même la division a régné jusqu'à présent, s'ils se rassemblent, c'est qu'il se passe quelque chose. C'est ce que j'essaye de vous dire. Il va y avoir une réponse très forte. Mais personne n'a jamais dit que la rue était le substitut au Parlement. J'ai pas dit ça, c'est une troisième chambre. Non, les deux fonctionnent en osmose. Mais ce que je vous dis, monsieur Moati, c'est que quand on coupe le lien entre l'expression de la volonté populaire et le suffrage dans les assemblées, on crée une situation explosive. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous avez pensé que c'était un excès de ma part. Je vous demande comment qualifiez-vous, monsieur Moati, qui êtes plus calme apparemment, plus modéré et plus intelligent que moi. Merci de me rendre cet hommage. Comment qualifiez-vous le fait que l'on adopte 34 000 règlements sans débat et sans amendement qui s'imposent à chaque Français et que 80% des lois qui s'appliquent à eux sont décidées en dehors du pays? Pardon, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes excessif. Bien, comment appelez-vous ça? Je suis donc en train de vous dire que dans ce pays, il y a une ambiance terrifiante. D'un côté, un mouvement social que l'on essaye de criminaliser. De l'autre côté, un Parlement dans lequel se livrent des batailles que ces messieurs rendent obscures alors qu'elles sont claires. Un homme qui concentre tous les pouvoirs sur lui. Une criminalisation des militants politiques et syndicaux. Si vous ne comprenez pas que ça va mal tourner, c'est que vous vivez dans un autre monde. Plus le recul sur les droits de l'homme. Avec les chauffeurs, et vous ne connaissez rien à ce qui se passe dans le pays. Arnaud Montebourg. Jean-Pierre Dubois, président de la Ligue des droits de l'homme, parle d'un recul généralisé des droits de l'homme. Alors ça vient s'additionner? Non mais attendez, c'est excessif, dit Jean-François Kahn. Cette phrase-là est excessive. C'est excessif, dit Jean-François Kahn. Jean-François Kahn. Écoutez, moi je voudrais. Ça y est, Jean-François Kahn est non, mais vous n'allez pas le repeindre en homme de gauche, il ne l'est pas. Non mais. Allez, stop. Je voudrais juste dire. Arnaud Oui ou Montebourg. non? Non, stop. Attendez, permettez. Non mais laissez-le tranquille. Kahn n'est pas de gauche. C'est pas le sujet. Alors, comment c'est pas le sujet? Allez, Arnaud Montebourg. Si c'est le sujet, vous l'avez assis à côté de moi. Mais non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On dit rien. Comment ça Arnaud Montebourg, sur la justice. Moi, je veux bien que les droits de l'homme. C'est pas pour rien. Prenons un exemple. D'abord, les perquisitions décidées par le parquet, donc par le gouvernement, pas par un juge indépendant. Tout à l'heure, ce que disait Jean-Luc Mélenchon était très juste sur les militants politiques, mais sur les journalistes, les mises en garde à vue des journalistes, pression sur les journalistes qui font, et pas n'importe lesquels, pas ceux qui font des panégyriques du pouvoir, mais ceux qui font des enquêtes, qui dérangent. Comme les juges d'instruction d'ailleurs. Pourquoi, monsieur le juge d'instruction? Parce que c'est le dernier juge indépendant en France du pouvoir public et des puissances privées. Il y a 95% des enquêtes qui sont menées par les parquets. Les procureurs rattachés au gouvernement. Il en reste 5% qui sont indépendantes. Eh bien, c'est cela qu'on veut contrôler. Donc, on supprime le juge d'instruction. Je veux ajouter, il y a un sénateur non inscrit qui est à la tête de la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Il vient de dire, c'est un article qui est paru dernièrement dans l'Express. C'est pas un gauchiste. Non, c'est pas un gauchiste, c'est sûr. Hein. Il est beaucoup plus à droite que Jean-François Kahn. A dit, s'agissant du fichier STIC, nous sommes là en zone de danger. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1 million de personnes qui sont fichées, qui n'auraient aucune raison, qui n'ont aucune raison de s'y trouver, qui sont considérées comme coupables alors qu'ils sont innocents. Et ça, c'est le pouvoir actuel. Donc les libertés, jour après jour, subissent des attaques. Et comme personne n'en parle, parce que les médias maintenant préfèrent consacrer du temps à l'agenda politique du président de la République, avec cette surexposition, il raconte un truc, on en a pour 2 jours, mais il ne traite plus les problèmes. Stop avec vos attaques sur les médias, c'est lassant. C'est pas des attaques contre les médias. C'est un fait. Alors, Roger Carucci, c'était sur la STIC et tout ça. Roger Carucci. Non, mais attends. Écoutez, en 2 mots, sincèrement. Et après, j'ai une question à vous poser. Non, mais il faut répondre maintenant. Il faut arrêter de blaguer. Il faut répondre. Vous êtes mais en 2 mots, Claude le dira ensuite, mais sincèrement, la réforme sur le juge d'instruction, c'est évidemment une réforme pour protéger les citoyens, pour séparer et l'enquête et le parquet et le système. Et sincèrement, c'est une réforme que la gauche devrait approuver. Parce qu'elle nous demande souvent d'avoir des moyens de contrôle et elle va les obtenir avec une réforme de la justice. Le journaliste de Libération auquel M. Montebourg fait allusion, c'est un juge d'instruction qui l'amène. Ce n'est pas le parquet. Il est requis par un juge d'instruction. C'est le juge d'instruction. Faire passer le juge d'instruction par le défenseur des libertés. La CNIL, Commission nationale de l'informatique et des libertés. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est le descendant de l'accusateur public de la Révolution. C'est un système inique. Monsieur Coasguen, la CNIL a récemment pointé les dérapages d'un fichier de la police, le STIC, qui recensait plus d'un million de personnes.
personnes qui n'ont rien à y faire. Alors, le fichier, en septembre dernier, le fichier Edwige a provoqué une levée de bouclier avant d'être finalement retoqué. On pouvait notamment y trouver les orientations politiques et sexuelles des personnes visées. Vous, Roger Carucci, qui venez de révéler votre homosexualité. Ça n'a pas d'intérêt. Si, ça a un intérêt. Ne partagez-vous pas les inquiétudes sur la multiplication des fichiers? Je n'accepte pas qu'on vienne parler de ma vie pour faire de la politique. Mais ça devrait vous révolter. Non, même en rêve, je ne fais pas ça. Même en, je ne réponds pas à ce genre de questions. Que Goesgen réponde sur le stick, c'est pas à moi de répondre sur des éléments comme ça. Ma vie privée, même si dans un livre, ma vie privée, elle est dans un livre, parce que ça n'a rien à voir avec les textes de loi, ni avec mon engagement politique. Et je ne veux pas qu'on mélange. Mon engagement politique, il est très clair. Que j'ai fait un livre sur ma vie, et où il y a 2 pages sur 300 sur ma vie privée, je ne vois pas le lien avec ça. Et je ne veux pas avec la liberté dans les fichiers. Mais ma liberté, elle est totale. Non, dans la liberté dans les fichiers. Mais ma liberté, elle est totale. La preuve, c'est que je l'ai dit. Et que je l'ai dit parce que, justement, avec le président de la République que nous avons, on n'a aucun problème de ce côté-là. Voilà. Mais ça n'a aucun lien avec le texte de loi. Et sur le stick, c'est Claude qui répond. Mais merci. Eh ben, merci Roger Carucci. J'ai ma réponse. Merci. Si vous voulez... Stop. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5. Merci. C'est faux et archi faux. Merci, messieurs. Pardon. Si vous voulez rejoindre, vous pouvez prolonger le débat sur france5.fr. Riposte sera rediffusé ce soir à 22h20, à dimanche prochain sur France 5. La chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Au revoir. Merci.